un ovni rouge, avec des petits points blancs et des petites étoiles. Puis il y avait aussi, attendez que je réfléchisse, attendez, des petits cœurs ronds, il y avait, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore donc des petits phares en forme d'étoile, oui, oui, je vous assure, monsieur, oui, oui. Mais quoi encore attendez, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir sur un ovni? Ah oui, un cornet de glace au bout de l'ovni, de la soucoupe, enfin, vous comprenez. Bonjour, je suis monsieur Wilfried Martins. J'ai vu un ovni. Oui, je suis Wilfried Martins.
Bonsoir à toutes et à tous, minuit 1 et 40 secondes sur Radio Campus. Radio Campus, c'est la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro pour un nouvel épisode en direct de Écho dans la nuit, émission de littérature, de poésie, de déclamation, une émission pour vous raconter une histoire, pour vous endormir. Et ce soir, il y aura au moins 2 histoires, car ce sera un épisode plus en narration ce soir, avec Le Cas, une nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati, dont le titre original est Il Colombre. Et ensuite, en fonction du temps qui restera, je lirai une introduction des contes des 1001 nuits. Tout de suite, une introduction musicale et les histoires déferleront dans vos oreilles. Le Cas. Nouvelle de Dino Buzzati. Quand Stefano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. »« Dieu te bénisse, mon petit, » répondit le père. Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence, à 200-300 mètres environ, dans le sillage du navire.
Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stefano, et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stefano, qu'est-ce que tu fais planté là ?» lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir !» Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, » dit l'enfant, « et qui nous suit. »« J'ai beau avoir 40 ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer, en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dis, papa. » « Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi, maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime, et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. C'est une blague que tu me racontes, papa. Non. Non. Et je n'avais encore jamais vu ce monstre. Mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement, ces dents terribles. Stefano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi, et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras, et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port
et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas qui croisait lentement, de long en large, et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mère. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus aux monstres marins. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage comme pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premiers amours. La vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait, comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano
avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stefano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le quart. C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait, mais justement pour cette raison, peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, nous ne voyons absolument rien. Pourquoi ? Je ne sais pas, il me semblait... »« T'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du fer. « Pourquoi riez-vous ? Pourquoi touchez-vous du fer ? Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stefano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur, puis il en fut bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle, et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port, après de longs mois de mer, que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cas l'attendait au large, et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve, d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux, et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux, parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer
à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promit. Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qu'il écoutait bouche bée l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque 50 ans, inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. » Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre, » annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coups de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas ramé longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, » dit Stefano. « Et maintenant, à nous deux. » Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. « Bouh !» mugit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recru de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager. Et toi, qui fouillais, dire que tu n'as jamais rien compris. » « Compris quoi ?» fit Stefano piqué. « Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. » Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano la prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer, qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas !» dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. »
Adieu, mon pauvre homme, répondit le cas. Et il plongea à jamais dans les eaux noires. 2 mois plus tard, poussée par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les maires et les riverains, il est indifféremment appelé Columber, Kalupra, Kalonga, Kalu, Baru, Shalonga. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas.
Les 1001 nuits. Traduction de Galland. Les chroniques des Sassaniens, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et petites îles, qui en dépendent et bien loin au-delà du Gange jusqu'à la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets, par sa sagesse et sa prudence, qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa valeur et par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Il avait 2 fils. L'aîné, appelé Shahryar, digne héritier de son père, en possédait toutes les vertus, et le cadet, nommé Skartsenan, n'avait pas moins de mérite que son frère. Après un règne aussi long que glorieux, ce roi mourut, et Shahryar monta sur le trône. Skartsenan, exclu de tout partage par les lois de l'Empire, et obligé de vivre comme un particulier, au lieu de souffrir impatiemment le bonheur de son aîné, mit toute son attention à lui plaire. Il eut peu de peine à y réussir. Shahryar, qui avait naturellement de l'inclination pour ce prince, fut charmé de sa complaisance, et par un excès d'amitié, voulant partager avec lui ses états, il lui donna le royaume de la grande Tartarie. Skartsenan en alla bientôt prendre possession, et il établit son séjour à Samarcande, qui en était la capitale. Il y avait déjà 10 ans que ces 2 rois étaient séparés, lorsque Shahryar, souhaitant passionnément de revoir son frère, résolut de lui envoyer un ambassadeur pour l'inviter à le venir voir. Il choisit pour cette ambassade son premier vizir, qui partit avec une suite conforme à sa dignité et fit toute la diligence possible. Quand il fut près de Samarcande, Skartsenan, averti de son arrivée, alla au-devant de lui avec les principaux seigneurs de sa cour, qui, pour faire plus d'honneur au ministre du sultan, s'étaient tous habillés magnifiquement. Le roi de Tartarie le reçut avec de grandes démonstrations de joie et lui demanda d'abord des nouvelles du sultan son frère. Le vizir satisfit sa curiosité, après quoi il exposa le sujet de son ambassade. Skartsenan en fut touché. « Sage vizir, dit-il, le sultan mon frère me fait trop d'honneur, et il ne pourrait rien me proposer qui me fût plus agréable. S'il souhaite de me voir, je suis pressé de la même envie. Le temps qui n'a point diminué son amitié n'a point affaibli la mienne. Mon royaume est tranquille, et je ne veux que 10 jours pour me mettre en état de partir avec vous. Ainsi, il n'est pas nécessaire que vous entriez dans la ville pour si peu de temps. Je vous prie de vous arrêter en cet endroit et d'y faire dresser vos tentes. Je vais ordonner qu'on vous apporte des rafraîchissements en abondance pour vous et pour toutes les personnes de votre suite. » Cela fut exécuté sur le champ. Le roi fut à peine rentré dans Samarcande que le vizir vit arriver une prodigieuse quantité de toutes sortes de provisions, accompagnées de régals et de présents d'un très grand prix. Cependant, Skartsenan, se disposant à partir, régla les affaires les plus pressantes, établit un conseil pour gouverner son royaume pendant son absence, et mit à la tête de ce conseil un ministre dont la sagesse lui était connue et en qui il avait une entière confiance. Au bout de 10 jours, ses équipages étant prêts, il dit adieu à la reine, sa femme, sortit sur le soir de Samarcande et, suivi des officiers qui devaient être du voyage, il se rendit au pavillon royal qu'il avait fait dresser auprès des tentes du vizir. Il s'entretint avec cet ambassadeur jusqu'à minuit. Alors, voulant encore une fois embrasser la reine, qu'il aimait beaucoup, il retourna seul dans son palais. Il alla droit à l'appartement de cette princesse, qui, ne s'attendant pas à le revoir, avait reçu dans son lit
un des derniers officiers de sa maison. Il y avait déjà longtemps qu'ils étaient couchés et ils dormaient tous deux d'un profond sommeil. Le roi entra sans bruit, se faisant un plaisir de surprendre par son retour une épouse dont il se croyait tendrement aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'à la clarté des flambeaux, qui ne s'éteignaient jamais la nuit dans les appartements des princes et des princesses, il aperçut un homme dans ses bras. Il demeura immobile durant quelques moments, ne sachant s'il devait croire ce qu'il voyait. Mais n'en pouvant douter. « Quoi ?» dit-il en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais, je suis encore sous les murs de Samarcande, et l'on m'ose outrager. Ah, perfide, votre crime ne sera pas impuni. Comme roi, je dois punir les forfaits qui se commettent dans mes états. Comme époux offensé, il faut que je vous immole à mon juste ressentiment. » Enfin, ce malheureux prince, cédant à son premier transport, tira sabre, s'approcha du lit et d'un seul coup fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, les prenant l'un après l'autre, il les jeta par une fenêtre dans le fossé dont le palais était environné. S'étant vengé de cette sorte, il sortit de la ville comme il y était venu et se retira sous son pavillon. Il n'y fut pas plus tôt arrivé que, sans parler à personne de ce qu'il venait de faire, il ordonna de plier les tentes et de partir. Tout fut bientôt prêt, et il n'était pas jour encore qu'on se mit en marche au son des timbales et de plusieurs autres instruments qui inspiraient de la joie à tout le monde, hormis au roi. Ce prince, toujours occupé de l'infidélité de la reine, était la proie d'une affreuse mélancolie qui ne le quitta point pendant tout le voyage. Lorsqu'il fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Shahryar avec toute sa cour. Quelle joie pour ces princes de se revoir! Ils mirent tous deux pied à terre pour s'embrasser. Et après s'être donné 1000 marques de tendresse, ils remontèrent à cheval et entrèrent dans la ville aux acclamations d'une foule innombrable de peuple. Le sultan conduisit le roi, son frère, jusqu'au palais qu'il lui avait fait préparer. Ce palais communiquait au sien par un même jardin. Il était d'autant plus magnifique qu'il était consacré aux fêtes et au divertissement de la cour. Et on en avait encore augmenté la magnificence par de nouveaux ameublements. Shahryar quitta d'abord le roi de Tartarie pour lui donner le temps d'entrer au bain et de changer d'habit. Mais dès qu'il sut qu'il en était sorti, il vint le retrouver. Ils s'assirent sur un sofa, et comme les courtisans se tenaient éloignés par respect, ces deux princes commencèrent à s'entretenir de tout ce que deux frères, encore plus unis par l'amitié que par le sang, ont à se dire après une longue absence. L'heure de souper étant venue, ils mangèrent ensemble, et après le repas, ils reprirent leur entretien, qui dura jusqu'à ce que Shahryar, s'apercevant que la nuit était fort avancée, se retira pour laisser reposer son frère. L'infortuné Shah-Tzenan se coucha. Mais si la présence du sultan son frère avait été capable de suspendre pour quelque temps ses chagrins, ils se réveillèrent alors avec violence. Au lieu de goûter le repos dont il avait besoin, il ne fit que rappeler dans sa mémoire les plus cruelles réflexions. Toutes les circonstances de l'infidélité de la reine se représentaient si vivement à son imagination qu'il en était hors de lui-même. Enfin, ne pouvant dormir, il se leva, et se livrant tout entier à des pensées si affligeantes, il parut sur son visage une impression de tristesse que le sultan ne manqua pas de remarquer. « Qu'a donc le sultan de Tartarie » disait-il. « Qui peut causer ce chagrin que je lui vois ? Aurait-il sujet de se plaindre de la réception que je lui ai faite ? Non, je l'ai reçu comme un frère que j'aime, et je n'ai rien là-dessus à me reprocher. Peut-être se voit-il à regret éloigné de ses états ou de la reine sa femme.
Ah, si c'est cela qui l'afflige, il faut que je lui fasse incessamment les présents que je lui destine, afin qu'il puisse partir quand il lui plaira, pour s'en retourner à Samarcande. » Effectivement, dès le lendemain, il lui envoya une partie de ses présents, qui était composée de tout ce que les Indes produisent de plus rare, de plus riche et de plus singulier. Il ne laissait pas néanmoins d'essayer de le divertir tous les jours par de nouveaux plaisirs. Mais les fêtes les plus agréables, au lieu de le réjouir, ne faisaient qu'irriter ses chagrins. Un jour, Scariar ayant ordonné une grande chasse à 2 journées de sa capitale, dans un pays où il y avait particulièrement beaucoup de cerfs, Scalatenan le pria de le dispenser de l'accompagner, en lui disant que l'état de sa santé ne lui permettrait pas d'être de la partie. Le sultan ne voulut pas le contraindre, le laissa en liberté et partit avec toute sa cour pour aller prendre ce divertissement. Après son départ, le roi de la Grande Tartarie, se voyant seul, s'enferma dans son appartement. Il s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le jardin. Ce beau lieu et le ramage d'une infinité d'oiseaux qui faisaient leur retraite lui auraient donné du plaisir s'il eût été capable d'en ressentir. Mais toujours déchiré par le souvenir funeste de l'action infâme de la reine, il arrêtait moins souvent ses yeux sur le jardin qu'il ne les levait au ciel pour se plaindre de son malheureux sort. Néanmoins, quelque occupé qu'il fût de ses ennuis, il ne laissa pas d'apercevoir un objet qui attira toute son attention. Une porte secrète du palais du sultan s'ouvrit tout à coup, et il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait la sultane d'un air qui la faisait aisément distinguer. Cette princesse, croyant que le roi de la Grande Tartarie était aussi à la chasse, s'avança avec fermeté jusque sous les fenêtres de l'appartement de ce prince, qui, voulant par curiosité l'observer, se plaça de manière qu'il pouvait tout voir sans être vu. Il remarqua que les personnes qui accompagnaient la sultane, pour bannir toute contrainte, se découvrirent le visage qu'elles avaient eu couvert jusqu'alors, et quittèrent de longs habits qu'elles portaient par-dessus d'autres plus courts. Mais il fut dans un extrême étonnement de voir que, dans cette compagnie qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait 10 noirs, qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane, de son côté, ne demeura pas longtemps sans amant. Elle frappa des mains en criant « Massoud, Massoud !» Et aussitôt un autre noir descendit du haut d'un arbre et courut à elle avec beaucoup d'empressement. La pudeur ne me permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces noirs, et c'est un détail qu'il n'est pas besoin de faire. Il suffit de dire que Scalatenan en vit assez pour juger que son frère n'était pas moins à plaindre que lui. Les plaisirs de cette troupe amoureuse durèrent jusqu'à minuit. Ils se baignèrent tous ensemble dans une grande pièce d'eau qui faisait un des plus grands ornements du jardin. Après quoi, ayant repris leurs habits, ils rentrèrent par la porte secrète dans le palais du sultan. Et Massoud, qui était venu du dehors par-dessus la muraille du jardin, s'en retourna par le même endroit. Comme toutes ces choses s'étaient passées sous les yeux du roi de la Grande Tartarie, elles lui donnèrent lieu de faire une infinité de réflexions. Que j'avais peu de raison, disait-il, de croire que mon malheur était si singulier. C'est sans doute l'inévitable destinée de tous les maris, puisque le sultan, mon frère, le souverain de tant d'États, le plus grand prince du monde, n'a pu l'éviter. Cela étant, quelle faiblesse de me laisser consumer de chagrin. C'en est fait, le souvenir d'un malheur si commun ne troublera plus désormais le repos de ma vie. En effet, dès ce moment, il cessa de s'affliger, et comme il n'avait pas voulu souper, qu'il n'eût vu toute la scène qui venait d'être jouée sous ses fenêtres, il fit servir alors, mangea de meilleur appétit qu'il n'avait fait depuis son départ de Samarcande, et entendit même avec quelque plaisir un concert agréable de voix et d'instruments dont on accompagna le repas. Les jours suivants, il fut de très bonne humeur, et lorsqu'il sut que le sultan était de retour,
il alla au-devant de lui et lui fit son compliment d'un air enjoué. Skahriar, d'abord, ne prit pas garde à ce changement. Il ne songea qu'à se plaindre obligeamment de ce que Prince avait refusé de l'accompagner à la chasse. Et sans lui donner le temps de répondre à ses reproches, il lui parla du grand nombre de cerfs et d'autres animaux qu'il avait pris, et enfin du plaisir qu'il avait eu. Skaatsena, après l'avoir écouté avec attention, prit la parole à son tour. Comme il n'avait plus de chagrin qui l'empêcha de faire paraître combien il avait d'esprit, il dit 1000 choses agréables et plaisantes. Le sultan, qui s'était attendu à le retrouver dans le même état où il l'avait laissé, fut ravi de le voir si gai. « Mon frère, dit-il, je rends grâce au ciel de l'heureux changement qu'il a produit en vous pendant mon absence. J'en ai une véritable joie, mais j'ai une prière à vous faire, et je vous conjure de m'accorder ce que je vais vous demander. »« Que pourrais-je vous refuser ?» répondit le roi de Tartarie. « Vous pouvez tout sur Skaatsena. Parlez, je suis dans l'impatience de savoir ce que vous souhaitez de moi. » « Depuis que vous êtes dans ma cour, reprit Skahriar, je vous ai vu plonger dans une noire mélancolie, que j'ai vainement tenté de dissiper par toutes sortes de divertissements. Je me suis imaginé que votre chagrin venait de ce que vous étiez éloigné de vos états. J'ai cru même que l'amour y avait beaucoup de part, et que la reine de Samarcande, que vous avez dû choisir d'une beauté achevée, en était peut-être la cause. Je ne sais si je me suis trompé dans ma conjecture, mais je vous avoue que c'est particulièrement pour cette raison que je n'ai pas voulu vous importuner là-dessus, de peur de vous déplaire. Cependant, sans que j'y ai contribué en aucune manière, je vous trouve à mon retour de la meilleure humeur du monde, et l'esprit entièrement dégagé de cette noire vapeur qui en troublait tout l'enjouement. Dites-moi de grâce pourquoi vous étiez si triste et pourquoi vous ne l'êtes plus. » À ce discours, le roi de la grande Tartarie demeura quelque temps rêveur, comme s'il eût cherché à y répondre. Enfin, il repartit dans ces termes. « Vous êtes mon sultan et mon maître, mais dispensez-moi, je vous supplie, de vous donner la satisfaction que vous me demandez. »« Non, non, mon frère, répliqua le sultan. Il faut que vous me l'accordiez. Je la souhaite. Ne me la refusez pas. » Skaatsena ne put résister aux instances de Skahriar. « Eh bien, mon frère, lui dit-il, je vais vous satisfaire, puisque vous me le commandez. » Alors il lui raconta l'infidélité de la reine de Samarcande, et lorsqu'il eut achevé le récit, « Voilà, poursuivit-il, le sujet de ma tristesse. Jugez si j'avais tort de m'y abandonner. »« Oh mon frère !» s'écria le sultan, d'un ton qui marquait combien il entrait dans le ressentiment du roi de Tartarie. « Quelle horrible histoire venez-vous de me raconter? Avec quelle impatience je l'ai écoutée jusqu'au bout. Je vous loue d'avoir puni les traîtres qui vous ont fait un outrage si sensible. On ne saurait vous reprocher cette action. Elle est juste. Et pour moi, j'avouerai qu'à votre place, j'aurais eu peut-être moins de modération que vous. Je me serais pas contenté d'ôter la vie à une seule femme. Je crois que j'en ai sacrifié plus de 1000 à ma rage. Je ne suis point étonné de vos chagrins. La cause en était trop vive et trop mortifiante pour n'y pas succomber. Ô ciel, quelle aventure! Non, je crois qu'il n'en est jamais arrivé de semblable à personne qu'à vous. Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné la consolation. Et comme je ne doute pas qu'elle ne soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire et faites-moi la confidence entière. » Skaatsena fit plus de difficultés sur ce point que sur le précédent, à cause de l'intérêt que son frère y avait. Mais il fallut céder à ces nouvelles instances. « Je vais donc vous obéir, lui dit-il, puisque vous le voulez absolument. Je crains que mon obéissance ne vous cause plus de chagrin que je n'en ai eu. Mais vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même,
puisque c'est vous qui me forcez à vous révéler une chose que je voudrais ensevelir dans un éternel oubli. Ce que vous dites, interrompit Scariar, ne fait qu'irriter ma curiosité. Hâtez-vous de me découvrir ce secret, de quelque nature qu'il puisse être. Le roi de Tartarie, ne pouvant plus s'en défendre, fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu, du déguisement des Noirs, des déportements de la sultane et de ses femmes, et il n'oubliait pas Massoud. Après avoir été témoin de ces infamies, continua-t-il, je pensais que toutes les femmes y étaient naturellement portées, et qu'elles ne pouvaient résister à leur penchant. Prévenu de cette opinion, il me parut que c'était une grande faiblesse à un homme d'attacher son repos à leur fidélité. Cette réflexion m'en fit faire beaucoup d'autres. Et enfin, je jugeai que je ne pouvais prendre un meilleur parti que de me consoler. Il m'en a coûté quelques efforts, mais j'en suis venu à bout. Et si vous m'en croyez, vous suivrez mon exemple. Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put le goûter. Il entra même en fureur. « Quoi ?» dit-il. « La sultane des Indes est capable de se prostituer d'une manière si indigne. »« Non, mon frère, ajouta-t-il, je ne puis croire ce que vous me dites, si je ne le vois de mes propres yeux. Il faut que les vôtres vous aient trompé. La chose est assez importante pour mériter que j'en sois assuré par moi-même. »« Mon frère, répondit Skadzenan, si vous voulez en être témoin, cela n'est pas fort difficile. Vous n'avez qu'à faire une nouvelle partie de chasse. Quand nous serons hors de la ville avec votre cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos pavillons, et la nuit nous reviendrons tous deux seuls dans mon appartement. Je suis assuré que le lendemain, vous verrez ce que j'ai vu. » Le sultan approuva le stratagème et ordonna aussitôt une nouvelle chasse, de sorte que dès le même jour les pavillons furent dressés au lieu désigné. Le jour suivant, les deux princes partirent avec toute leur suite. Ils arrivèrent où ils devaient camper, et ils y demeurèrent jusqu'à la nuit. Alors Scariar appela son grand vizir, et, sans lui découvrir son dessein, lui commanda de tenir sa place pendant son absence, et de ne pas permettre que personne sortît du camp, pour quelque sujet que ce pût être. D'abord, qu'il eut donné cet ordre, le roi de la Grande Tartarie et lui montèrent à cheval, passèrent incognito au travers du camp, rentrèrent dans la ville et se rendirent au palais qu'occupait Skadzenan. Ils se couchèrent, et le lendemain de bon matin, ils s'allèrent placer à la même fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des Noirs. Ils jouirent quelque temps de la fraîcheur, car le soleil n'était pas encore levé. Et, s'en entretenant, ils jetaient souvent des yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin, et pour dire le reste en peu de mots, la sultane parut avec ses femmes et les dinoirs déguisés. Elle appela Massoud, et le sultan en vit plus qu'il n'en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur. « Oh Dieu !» s'écria-t-il. « Quelle indignité! Quelle horreur! L'épouse d'un souverain tel que moi peut-elle être capable de cette infamie? Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux? Ah, mon frère, poursuivit-il en embrassant le roi de Tartarie, renonçons tous deux au monde, la bonne foi en est bannie. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. Abandonnons nos états et tout l'éclat qui nous environne. Allons dans des royaumes étrangers traîner une vie obscure et cacher notre infortune. Skadzenan n'approuvait pas cette résolution, mais il n'osa la combattre dans l'emportement où il voyait Scariar. « Mon frère, lui dit-il, je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre. Je suis prêt à vous suivre partout où il vous plaira, mais promettez-moi que nous reviendrons, si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. »« Je vous le promets, répondit le sultan, mais je doute fort que nous trouvions personne qui le puisse être. »« Je ne suis pas votre sentiment là-dessus, répliqua le roi de Tartarie.
Peut-être même ne voyagerons-nous pas longtemps. » En disant cela, ils sortirent secrètement du palais et prirent un autre chemin que celui par où ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu'ils eurent du jour assez pour se conduire et passèrent la première nuit sous des arbres. S'étant levés dès le point du jour, ils continuèrent leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivent à une belle prairie sur le bord de la mer où il y avait, d'espace en espace, de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un de ces arbres pour se délasser et y prendre le frais. L'infidélité des princesses, leurs femmes, fit le sujet de leur conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient lorsqu'ils entendirent assez près d'eux un bruit horrible du côté de la mer et un cri effroyable qui les remplit de crainte. Alors la mer s'ouvrit. Il s'en éleva comme une grosse colonne noire qui semblait s'aller perdre dans les nues. Cet objet redoubla leur frayeur. Ils se levèrent promptement et montèrent en haut de l'arbre qui leur parut le plus propre à les cacher. Ils y furent à peine montés que, regardant vers l'endroit d'où le bruit partait et où la mer s'était entr'ouverte, ils remarquèrent que la colonne noire s'avançait vers le rivage en fendant l'eau. Et ils ne purent dans le moment démêler ce que pouvait être, mais ils en furent bientôt éclaircis. C'était un de ces génies qui sont malins, malfaisants et ennemis mortels des hommes. Il était noir et hideux, avait la forme d'un géant d'une hauteur prodigieuse et portait sur la tête une grande caisse de verre fermée à 4 serrures d'acier fin. Il entra dans la prairie avec cette charge qu'il vint poser justement au pied de l'arbre où étaient les 2 princes qui, connaissant l'extrême péril où ils se trouvaient, se crurent perdus. Cependant, le génie s'assit auprès de la caisse, et l'ayant ouverte avec 4 clés qui étaient attachées à sa ceinture, il en sortit aussitôt une dame très richement habillée, d'une taille majestueuse et d'une beauté parfaite. Le monstre la fit asseoir à ses côtés en la regardant amoureusement. « Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les dames qui sont admirées pour leur beauté, charmante personne, vous que j'ai enlevé le jour de vos noces et que j'ai toujours aimé depuis si constamment, vous voudrez bien que je dorme quelques moments près de vous. Le sommeil dont je me sens accablé m'a fait venir en cet endroit pour prendre un peu de repos. » En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur les genoux de la dame. Ensuite, ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir, et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retentir le rivage. La dame alors leva la vue par hasard, et apercevant les princes au haut de l'arbre, elle leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit. Leur frayeur fut extrême quand ils se virent découverts. Ils supplièrent la dame par d'autres signes de les dispenser de lui obéir. Mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses genoux de la tête du génie et l'avoir posé légèrement à terre, se leva et leur dit d'un ton de voix bas mais animé : « Descendez, il faut absolument que vous veniez à moi. » Ils voulurent vainement lui faire comprendre encore par leurs gestes qu'ils craignaient le génie. « Descendez donc !» leur répliqua-t-elle sur le même ton. « Si vous ne vous hâtez de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. » Ces paroles intimidèrent tellement les princes qu'ils commencèrent à descendre avec toutes les précautions possibles pour ne pas éveiller le génie. Lorsqu'ils furent en là, la dame les prit par la main et s'étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive. Ils la rejetèrent d'abord, mais elle les obligea par de nouvelles menaces à l'accepter. Après qu'elle eut obtenu d'eux ce qu'elle souhaitait, ayant remarqué qu'ils avaient chacun une bague au doigt, elle les leur demanda. Sitôt qu'elle les eut entre les mains, elle alla prendre une boîte du paquet où était sa toilette. Elle en tira un fil garni d'autres bagues de toutes sortes de façons, et le leur montrant. « Savez-vous bien, dit-elle, ce que signifient ces joyaux ? » ?»« Non, répondirent-ils, mais il ne tiendra qu'à vous de nous l'apprendre. »
Ce sont, reprit-elle, les bagues de tous les hommes à qui j'ai fait part de mes faveurs. Il y en a 98 bien comptés que je garde pour me souvenir d'eux. Je vous ai demandé les vôtres pour la même raison et afin d'avoir la centaine accomplie. Voilà donc, continua-t-elle, 100 amants que j'ai eus jusqu'à ce jour, malgré la vigilance et les précautions de ce vilain génie qui ne me quitte pas. Il a beau m'enfermer dans cette caisse de verre et me tenir caché au fond de la mer, je ne laisse pas de tromper ses soins. Vous voyez par là que quand une femme a formé un projet, il n'y a point de mari ni d'amant qui puisse en empêcher l'exécution. Les hommes feraient mieux de ne pas contraindre les femmes, ce serait le moyen de les rendre sages. La dame, leur ayant parlé de la sorte, passa leur bague dans le même fil où étaient enfilés les autres. Elle s'assit ensuite comme auparavant, souleva la tête du génie, qui ne se réveilla point, la remit sur ses genoux et fit signe au prince de se retirer. Ils reprirent le chemin par où ils étaient venus, et lorsqu'ils eurent perdu de vue la dame et le génie, Scariar dit à Scatzenan : « Eh bien, mon frère, que pensez-vous de l'aventure qui vient de nous arriver ? Le génie n'est-il pas une maîtresse bien fidèle ? Et ne convenez-vous pas que rien n'est égal à la malice des femmes ? » ?»« Oui, mon frère, répondit le roi de la grande Tartarie, et vous devez aussi demeurer d'accord que le génie est plus à plaindre et plus malheureux que nous. C'est pourquoi, puisque nous avons trouvé ce que nous cherchions, retournons dans nos états, et que cela ne nous empêche pas de nous marier. Pour moi, je sais par quels moyens je prétends que la foi qui m'est due me soit inviolablement conservée. Je ne veux pas m'expliquer présentement là-dessus, mais vous en apprendrez un jour des nouvelles, et je suis sûr que vous suivrez mon exemple. Le sultan fut de l'avis de son frère, et continuant tous deux de marcher, ils arrivèrent au camp sur la fin de la nuit, du 3e jour qu'ils en étaient partis. Il est 1h07 sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cet épisode d'Écho dans la nuit touche à sa fin. L'introduction aux 1001 nuits sera continuée lors du prochain épisode de cette émission. Bien sûr, ce n'est pas un truc pour vous faire écouter la suite. Vous êtes libre d'écouter en direct tous les enregistrements sur YouTube. Vous savez que vous pouvez récupérer et écouter les anciennes émissions sur YouTube en tapant dans le champ de recherche Écho de la nuit, Radio Campus, et vous avez une playlist par saison. N'hésitez pas également à proposer des textes avec référence sur la page Facebook de l'émission en recherchant sur Facebook et non sur Google Écho dans la nuit. Et vous trouvez la page. J'espère que cette émission vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à vous endormir et j'espère que je ne suis pas en train de vous réveiller, ce qui ne va pas arriver si vous mettez votre radio sur un timer. Je vous souhaite donc d'ici et dimanche prochain à minuit une excellente semaine très agréable et pour cette nuit de faire de très très beaux rêves. Je vous laisse
en musique avec la fin de l'album de Phobium, The Time Is Now.